Bonjour à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, votre rendez-vous sur la voiture électrique, la voiture autonome et les nouvelles mobilités, le seul podcast automobile, ou presque, qui ne met jamais de super dans ses cornflakes le matin. Ravi de vous retrouver, je suis Cédric Ingrand, un épisode un peu particulier aujourd'hui. Alors si vous êtes un habitué de ce podcast, vous savez qu'il nous arrive de sortir des studios d'enregistrement pour aller enregistrer des épisodes à l'extérieur, sur des événements, des manifestations autour de la voiture électrique. Et c'est le cas aujourd'hui, justement, mais pas exactement à la même échelle, et pour cause. Les Doigts dans la Prise se projettent pour la première fois au-delà des océans. Nous sommes à Montréal, et si mon ami Thomas Degois n'a pas fait le voyage, vous allez quand même reconnaître la voix de celui qui m'accompagne pour l'occasion. Bonjour Martin Archambault. Bien bonjour et bienvenue chez nous. Bah oui, exactement. Alors, les auditeurs les plus fidèles des Doigts dans la Prise te connaissent bien, mais comme moi, ils te connaissaient à distance. Merci de nous accueillir, pour tout dire, chez toi, dans ton studio personnel, là où tu enregistres Silence on roule, ton podcast sur la voiture électrique, où on t'écoute d'ailleurs traiter le même genre d'informations que nous, mais avec peut-être un petit goût de poutine et de sirop d'érable en plus. Désolé pour le cliché. Alors, on a beaucoup d'actualités à traiter. D'abord parce que, et là il faut que je m'excuse auprès de mes auditeurs à moi, parce qu'on n'a pas été très industrieux ces derniers mois. Mais c'est bien, du coup on a plein de choses à traiter aujourd'hui, et on voit la vitesse à laquelle les choses évoluent, et c'est juste absolument... Enfin, moi je suis absolument confondu. Je voulais commencer par vous raconter une expérience personnelle, chose que je ne fais jamais, je plaisante, je le fais absolument tout le temps. En venant à Montréal, j'ai loué une voiture, entre autres pour venir te voir, et j'ai loué, comme d'habitude, à force de l'habitude, j'ai loué chez Hertz, et on l'avait dit il y a quelques mois, il y a plus d'un an, Hertz avait signé un accord avec Tesla, en l'occurrence, pour leur acheter 100 000 voitures, et ça y est, on commence à avoir, le retour d'expérience du loueur, parce que louer de l'électrique, c'est pas pareil. Alors c'est amusant, parce que quand j'ai réservé la voiture, j'ai pas besoin d'aller chercher en bas de la sélection Non, c'était vraiment, c'est le premier véhicule qu'ils m'ont proposé, c'est presque le seul d'ailleurs. Ils m'ont proposé le choix entre 3 modèles différents. J'ai pris, je sais plus ce que j'ai pris, enfin j'ai pris ce qu'ils me proposaient dans l'ensemble. Et ce qui avait quand même un bénéfice immédiat, c'est que c'est exactement la même chose que j'ai à la maison, donc j'étais pas très surpris. Alors d'abord, il y a en amont de la location elle-même, tu reçois plusieurs mails t'expliquant en gros que ton expérience va être un peu différente de l'habitude. Ah, ben c'est déjà mieux que la majorité des concessionnaires ici, automobiles, qui te laissent quitter avec la voiture sans trop souvent, et là je généralise un peu, là, il y en a des bons quand même, mais c'est encore courant que les gens partent avec le véhicule sans même réaliser que l'expérience va être totalement différente. Dans le milieu de la location, si ce problème-là n'est pas attaqué de front, les problèmes vont être immenses. Donc, ça me rassure d'entendre qu'ils préparent mentalement les gens. Oui, parce que alors c'est comme ça qu'on aboutit à des vidéos que tu vois sur les réseaux sociaux, où tu vois un monsieur ou une dame qui s'arrête à une station-service pour remettre de l'essence avant de rendre sa voiture, réalisant pas que sa voiture ne prend pas d'essence. Et non, il t'explique que c'est un petit peu différent, que bon, finalement pas tant que ça, parce que par exemple, on s'attend à ce que tu rendes ta voiture aussi chargée que tu l'as prise, et ou au moins à 75% si on te l'a rendue pleine. Et qu'est-ce qu'on t'explique d'autre? Il faut pas trop s'inquiéter pour la recharge, il y a plein de moyens de recharger, ils te donnent des liens vers des applis, vers tout ça. Et puis là, en l'occurrence, ce sont des Tesla, donc elles ont accès au réseau de superchargeurs. Et ça tombe bien parce qu'évidemment, il y a souvent des superchargeurs à côté des aéroports, là où tu prends et où tu rends ta voiture. Donc ça, c'est vrai que c'est assez rassurant. Après, il y a quand même des choses qui sont différentes. L'un des grands attraits de ces voitures-là, c'est que tu y connectes ton smartphone qui va te servir de clé. Là, c'est pas possible parce qu'il faut avoir le compte propriétaire de la voiture, et c'est pas moi le propriétaire de la voiture. Mais en dehors de ça, j'ai pas encore vu les inconvénients du système. L'un des grands bénéfices, c'est que je suis arrivé chez toi, j'ai pu me brancher pour recharger. Merci beaucoup. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Eh oui, mais ça, c'est parce qu'on va y venir. Je sais pas si ton employeur te fait des prix. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais au-delà de Silence on roule, le podcast que tu fais depuis maintenant 2017. 7 ans, ouais. 6-7 ans. T'as un vrai travail.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je travaille pour la société d'État ici qui s'occupe de la production, transport et distribution d'électricité. C'est Hydro-Québec. Hydro-Québec, oui, qui est un monopole. Hein. C'est une société d'État. C'est le seul distributeur d'électricité au Québec. Donc, évidemment, je baigne un peu dedans, autant le jour que le soir. et on dit Hydro-Québec, c'est pas usurpé, parce que c'est quoi la part de l'électricité produite par les barrages au Québec? C'est 99% d'électricité d'électricité propre. En fait, il n'y a que 1%, il reste que 1%, mais c'est essentiellement de l'hydroélectricité, de l'éolien, maintenant un peu de solaire qui s'ajoute à tout ça. D'accord. Ouais. Et alors, pour qu'on en finisse, j'ai envie de dire de faire mal à nos auditeurs en Europe, mais en France particulièrement. Rappelle-moi le prix du kilowattheure chez vous? Sur le tarif résidentiel, c'est environ 10 sous le kilowattheure. 10 cents, il faut retirer un tiers pour avoir le prix. On est à 6-7 centimes du kilowattheure. C'est plus ça en France. Hein. On est plus près de 18, 19, voire 20 en heure pleine. On va voir si ça s'arrangera. Je vous parlais de Hertz. Apparemment, l'essai est transformé parce qu'ils ont commencé par prendre 100 000 Tesla. On a appris là qu'ils viennent de confirmer un deal avec General Motors pour l'Amérique du Nord pour leur commander 175 000 voitures électriques. Et en gros, ils ont fait un premier bilan de l'opération de leur côté. Premier bilan qui n'est pas finalement surprenant quand tu connais les voitures électriques. Le tarif ce que leur coûte maintenant la maintenance de ces véhicules est au moins 50 à 60% inférieur à ce que leur coûtait la maintenance de leur voiture thermique. Et ça leur simplifie la vie très largement. C'est plus simple que d'aller refaire le plein de ces voitures. Il y a évidemment jamais de vidange. Enfin, beaucoup moins immensément moins de plaquettes de frein. Parce qu'en gros, sur la vie d'un véhicule chez un loueur, qui est pas infini, hein, c'est un véhicule chez un loueur, ça dure 2 ans, 3 ans peut-être. Ouais. Y a pas le temps, ils ont même pas le temps de venir au bout d'une paire de plaquettes. Peut-être quand même des pneus. Mais ils ont aussi annoncé qu'ils allaient acheter 65 000 véhicules à Polestar. Bref, je pense que de manière vraiment accélérée, dans les 2-3 ans qui viennent, ça va devenir assez compliqué de louer une voiture à moteur thermique chez un grand loueur. Tout à fait. Et ça oblige forcément, et tu l'as dit d'entrée de jeu, là, la mise en place d'un processus de familiarisation des nouveaux consommateurs. Dans le cas où c'est quelqu'un qui a une voiture thermique, qui va louer une voiture électrique, la courbe d'apprentissage doit se faire de façon assez accélérée, mais il faut dire que là, les infrastructures sont de plus en plus nombreuses, les éléments facilitants se multiplient, ce qui fait que plus le temps passe, plus ça va devenir facile pour les grandes sociétés de faire le tournant. Avec aussi l'extension des réseaux de recharge. Il y a un moment où ils n'auront plus besoin de t'envoyer 3 mails avant ta location en disant c'est un grand, tout va bien se passer, on vous promet. Il y a des chiffres qui viennent de tomber en France, qui moi m'ont fait tomber de ma chaise, qui tiennent aux ventes de voitures électriques de par chez nous. On va comparer avec tes chiffres à toi. Là, tantôt, avec le prix de l'électricité, je pouvais me bomber le torse. Là, ça va être un peu moins reluisant pour le Québec, je crois. Mais on va voir les pourcentages de vente. Jusque-là, j'ai pas l'évolution, j'ai pas les mois précédents, mais au mois de mars 2023, donc, les véhicules électriques, et là on parle que vraiment d'électriques rechargeables à batterie, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout hybrides, ont représenté 17% des ventes en France. 17%. Je sais qu'à chaque fois que je vous donne des nouveaux chiffres, évidemment, ils sont en hausse, et 2, j'ai l'air ahuri un peu, mais il faut pas oublier qu'on part de 2%. Et on a passé les 10%, il y a finalement pas tant de temps que ça. C'est une variation de plus 54% en un an. Surtout qu'évidemment, ça dépend comment on compte, mais 17%, auquel on peut peut-être ajouter les hybrides rechargeables, qui en font 9, ça fait 26. Et alors, si vous ajoutez les hybrides tout court, qui elles font 30% du total, ça y est, on a passé la moitié des véhicules neufs mis sur la route chez nous, à comparer aux 39% de l'essence et aux 11% de gazole qui résistent encore. Je vous laisse le GPL de côté, etc. Ça fait à peine 3%. Mais c'est assez ahurissant. Et alors, c'est intéressant parce que les chiffres chez toi, c'est quoi? Les derniers chiffres font état d'environ 10
10, 10,6 mais il faut comprendre que nous, les statistiques sont compilées en intégrant le tout électrique et l'hybride branchable. Donc, pas l'hybride tout court, mais l'hybride branchable. Donc, dès que le véhicule, on peut le recharger avec une borne de recharge, ça entre dans une catégorie et les statistiques sont combinées. C'est donc beaucoup moins que vous êtes rendu. Parce que nous, ça fait 26%. Alors, c'est surprenant parce que moi, j'aurais pensé que ça irait plus vite ici. Il y a des conditions locales qui expliquent que ce soit pas le cas. C'est-à-dire que ici, au Canada, vous avez de plus grandes distances à parcourir. Ouais, en fait, il y a plusieurs facteurs. Je te dirais que les 3 principaux actuellement sont probablement... c'est un très bon point que tu amènes. Donc, les grandeurs, mais je dirais la perception que le consommateur a de la capacité d'un véhicule électrique à répondre aux besoins de grande distance. C'est de moins en moins un problème, mais la perception demeure. L'autre, c'est le froid. Il ne faut pas oublier qu'il fait très froid ici. Et, des pertes d'autonomie de 40-45% sur un véhicule, c'est chose courante au Québec. Donc, un véhicule qui en a 300 quand ça va bien, qui tombe à 150, avec les grandes distances qu'on a, ça devient un peu plus difficile. Et le troisième, c'est l'indisponibilité chronique des véhicules en Amérique du Nord. Les listes d'attente sont encore de 12 à 24 mois pour avoir une voiture électrique ici, à quelques exceptions près. Tesla, c'est un peu plus rapide. Polestar, un peu plus rapide. Mais quelqu'un qui veut une ID4, quelqu'un qui veut une Ioniq 5, une EV6, c'est en année que ça se calcule. Hein? C'est pas en semaine ou en mois. Oui, donc c'est pas résolu. Donc c'est un vrai problème d'offre. Ouais. C'est incroyable. J'aurais pensé aussi que ça allait plus vite. Est-ce qu'on peut le comparer? Est-ce que tu as en tête des chiffres aux États-Unis? C'est comparable à ici? En fait, aux États-Unis, la réalité est un peu différente. Premièrement, tu sais que pour bien des États américains, une voiture électrique, c'est une Tesla. C'est-à-dire que c'est comme si dans leur tête, ça n'existe pas. C'est pas une voiture électrique. Il n'y a que Tesla. Donc, évidemment, à certains endroits, et c'est frappant, là, si tu te déplaces dans ces États-là, tu ne vois que des Tesla. J'ai un ami qui a réémigré parce qu'il est américain. Il a vécu à Paris pendant 4 ans et il est reparti à Los Angeles. Et il m'expliquait, il me dit c'est confondant, c'est-à-dire tout à coup il n'y a plus que ça sur les routes. Ils ont même une expression, il dit c'est quoi? It's the California Corolla. Enfin, c'est la Corolla qui est quand même l'un des véhicules les plus courants sur le marché nord-américain. Il dit on voit plus que ça. Enfin, c'est devenu, c'est comme le Macintosh, quoi. C'est très, très, très populaire. Fait que cette réalité-là fait que certaines problématiques qu'on vit ici sont jouées avec des proportions différentes. Il y a également la réglementation américaine qui est changée maintenant pour un véhicule pour être subventionnable. Il doit être non seulement américain, mais fait avec des pièces assemblées aux États-Unis. Donc, ça exclut de facto certaines marques qui, d'ailleurs, commencent à ouvrir des usines aux États-Unis pour être capable de les fabriquer sur place et d'être capable d'être éligible aux subventions et de vendre ces véhicules-là. Donc, là, on a comme une espèce de situation étrange où des véhicules qu'on a de la difficulté à avoir, comme une Ioniq 5, elle n'est plus subventionnable aux États-Unis. Donc, les véhicules qui sont en Amérique du Nord sont redirigés un peu plus ici. Donc, on va voir un petit peu plus probablement de ces véhicules-là sur nos marchés. C'est incroyable. C'est un peu étrange comme situation, Bon, alors évidemment, la prochaine étape, ça va être quoi? De passer chez nous la barre psychologique des 20% de véhicules électriques. C'est intéressant parce qu'évidemment, ça arrive à un moment politique, j'ai envie de dire, où il y a un grand débat en Europe. On s'en était déjà parlé il y a quelques semaines, dans ton podcast à toi, dans Silence en Roule. Le Parlement européen, enfin la Commission européenne est en train de négocier pour mettre fin. On pensait que c'était acquis d'ailleurs, on pensait que c'était fait. On a tous vu les titres de la presse qui disaient 2035, c'est terminé, on ne pourra plus acheter de véhicules thermiques. Donc, on pensait que c'était acquis et on le pensait un peu vite parce que tout à coup, on a vu se faire jour des États frondeurs en Europe, l'Allemagne, enfin accompagné en gros de tous les États qui ont une industrie automobile. Il y a eu l'Italie, la Roumanie, la République tchèque et d'autres qui disaient non, mais peut-être qu'il faut trouver des modalités pour adoucir la transition. Je me méfie toujours terriblement de ce genre de vocabulaire. Et de fait, pour l'instant, on en est à un moment de la discussion où la fin du thermique serait repoussée, mais de manière très limitée, après 2035. Ceci en disant que on pourrait laisser quand même sur le marché se vendre des véhicules neufs qui rouleraient avec des e-carburants.
Alors les e-carburants sont des carburants de synthèse, en gros, qui posent plein de questions, mais on va s'en reparler. J'ai vu qu'au Québec, finalement, on est à peu près aligné sur la même ligne politique, enfin en tout cas celle qu'était la ligne européenne à l'origine, c'est-à-dire 2035, le thermique, en tout cas pour les voitures neuves, c'est fini. Oui, tout à fait. Et on a beaucoup entendu parler également de... Et c'est drôle parce qu'on en a parlé, tu l'as dit, dans notre podcast. Mm-hmm. Puis peut-être une semaine après, ça a fait les journaux ici, comme quoi, en Europe, on va mettre peut-être en question. J'ai pu dire... Vous l'avez entendu sur Silence on roule en premier. Mais oui, effectivement, nous, donc, c'est la vente de véhicules 100% thermiques. Ça va permettre encore la vente, si j'ai bien compris, de véhicules hybrides. Mais il ne pourra plus se vendre de véhicules qui ne fonctionnent qu'à l'essence. D'accord. Mais le concept de e-carburant n'a pas encore été annoncé ici. Surtout, enfin, sans mauvais jeu de mots, ça a l'air un peu fumeux, quoi. C'est-à-dire que le e-carburant, c'est quelque chose qui n'est pas récent, c'est un peu comme de la même manière qu'on arrive à produire des carburants, enfin de l'hydrogène à partir de l'électricité, on peut produire d'autres carburants de synthèse. Alors, ouvertement, certains vous disent non mais c'est juste pour que Porsche puisse continuer à faire quelques modèles thermiques, enfin des trucs un peu anecdotiques par rapport au cœur du marché de l'automobile. Le débat fait quand même rage entre les constructeurs, d'abord parce que c'est pas si facile que ça. Il y a un vrai problème, il y a un vrai débat. Chez nous, notre Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie, a expliqué il trouvait que quand même tout ça était pas très sérieux. Et je le rejoins un peu là-dessus parce qu'on est en train de brouiller vraiment les messages. C'est-à-dire que jusque-là, on disait au moins, voilà, on va tous marcher dans la même direction. On va faire des véhicules électriques, rechargeables, à batterie. Ça tombe bien parce qu'on arrive à un moment où les technologies évoluent, où les prix baissent, et tout ça permet en plus, parce que c'est un signal envoyé à tout le monde. C'est un signal envoyé aux constructeurs. C'est un signal envoyé même à tous les gens qui font de la recherche sur ces technologies. C'est-à-dire que d'un coup, si vous vous dites, tiens, on se dit qu'on manque de lithium en Europe, est-ce que c'est valable? Est-ce qu'il faut que j'investisse 1 milliard pour ouvrir une nouvelle mine? Ou alors un établissement de raffinage pour faire des batteries? Si je vous dis, en 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques, je vais me dire que oui, là, il y a une industrie à vraiment recréer, un écosystème presque à créer. Dès que vous mettez des petits bâtons dans les roues en disant ou des exceptions, genre oui, mais alors, sauf que, vous êtes en train de brouiller le message. C'est à peu près ce que dit Bruno Le Maire. Tout ça n'est pas acquis, mais surtout il y a plusieurs problèmes parce qu'évidemment du coup, je me suis mis à creuser la question de qu'est-ce que c'est que ces e-carburants dont personne ne reparlait jusque-là, qui représentait un truc, une sorte de possibilité technique très très anecdotique. Alors c'est fou parce qu'en fait, ça n'a pas de réalité économique. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'aujourd'hui, ça peut coûter jusqu'à 50 € le litre. Alors c'est bien, c'est bien, mais c'est pas pour faire partir des fusées, nous, dont on a besoin de carburant. Alors l'affaire est pas réglée, on est dans un feuilleton qui va encore avoir quelques épisodes. Le 27 mars dernier, le Conseil de l'Union européenne a entériné ce qui dit être l'accord final sur l'interdiction de la vente des voitures neuves rejetant du CO2, ce qui est une façon très élégante de dire les choses, dans les 27 pays membres de l'Union en 2035. Alors l'Allemagne dit pour signer l'accord, il va donc falloir autoriser les voitures utilisant des carburants synthétiques. Mais après, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'un carburant synthétique, ça reste un carburant. Quand vous le brûlez, c'est pas juste l'affaire du CO2. On est quand même dans un truc qui alimente un moteur thermique et qui pollue, même avec des filtres. Et ça, on l'oublie. C'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur le CO2, mais il y a quand même, quand vous brûlez de l'essence, c'est 4000 composés différentes qui sortent du pot d'échappement. Donc voilà, on a cette espèce de mesure d'exception un peu curieuse, d'autant que, en fait, la promesse des constructeurs, c'est d'arriver à produire des véhicules qui rouleront avec ces carburants, mais uniquement avec ces carburants. Et là, ça devient compliqué. Parce que le but de ces carburants, c'est de faire le Canada Dry, si tu veux, de l'essence sans plomb habituelle. Donc, il faudrait que ces constructeurs puissent fabriquer des automobiles qui garantissent qu'elles ne puissent pas fonctionner avec de l'essence normale.
Ça me paraît un peu compliqué. Ouais. Je crois qu'il y avait un parlementaire européen qui dit non mais attendez, on est en train de se moquer de nous. C'est-à-dire que il dit je sens bien le truc où tout à coup on va avoir un e-fuel gate avec des véhicules qui sont officiellement e-fuel, mais tout à coup qui est équipé d'un adaptateur acheté 50 € sur Amazon pourrait fonctionner avec les carburants fossiles. Voilà. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que j'ai voulu en parler juste dans la suite des chiffres de vente. C'est-à-dire qu'à la cadence à laquelle les ventes de voitures électriques augmentent aujourd'hui, peut-être que tout ce débat sera très rapidement une sorte de débat d'arrière-garde et que de toute façon, quand les gens disent 2035 c'est trop rapide, comme je le dis souvent, je dis à mon avis c'est trop lent. C'est le 2035 sera la voiture balai si tu veux du marché, disant bon, il en reste quelques-uns. Tu vois tu sais comme au Tour de France, comme on dit, il y a les échappés qui sont à l'avant, il y a pas les perdus, mais voilà ceux qui sont en queue de peloton et qui vraiment n'y arrivent pas. Et la voiture balai les ramasse quoi. Ouais, avant l'abandon. C'est d'autant plus, moi je trouve que ce qui est dommageable dans tout ce débat-là, c'est qu'il y a des gens qui résistent. Ouais. Et lorsque les politiques gouvernementales sont claires, nettes, voici la fin annoncée, voici l'année, voici les règles, c'est clair, net, précis. Quand on commence à faire des petits échappatoires, des petits et là, on rend le message flou et là, tu as tous ceux qui s'y opposent qui disent dans le fond, on n'aura peut-être pas besoin de se plier ou de se conformer tant qu'on l'aurait pensé. On va attendre les changements. Tu sais, on voulait... notre modèle d'affaires, on voulait le changer à 180 degrés, mais finalement, non. On va avoir encore des pompes à essence. Ça sera juste un jus différent qui va être dans la pompe. Hein. Je trouve que c'est dangereux. On vit un peu la même chose ici avec tous les dérivés, le gaz naturel liquéfié, l'hydrogène même à la limite, où on reste dans un modèle avec une pompe. Puis, donc, c'est ce qui est très rassurant pour celui qui n'a pas encore sauté le pas. Ah, tout à fait. Je peux comprendre. Ouais. Pour le consommateur, se dire que finalement tout change mais rien ne change, c'est formidable. Qu'en plus, il n'y a pas de souci d'autonomie, de tout ça. Mais tout ça, c'est des préventions, j'ai envie de dire, qui s'évanouissent tout à coup quand on a mis la main sur une voiture électrique et que ça y est, que ça devient ton quotidien. Tu te poses plus du tout les mêmes questions. T'es plus dans l'angoisse de. Moi, j'ai des gens qui m'approchent en disant non, mais est-ce que le ratio du nombre de voitures par rapport au nombre de bornes publiques, je dis c'est pas ça la question. Je dis c'est comme si je vous disais voici le ratio national sur le nombre d'arrêts de bus par rapport au nombre de maisons. Enfin, ça n'a pas de sens. La question c'est où habitez-vous? Où allez-vous? Comment est-ce que vous rechargez au quotidien? Est-ce que c'est à la maison, au bureau? Est-ce que vous avez des chargeurs publics, etc. C'est autant de situations qu'il y a de voitures et d'automobilistes. Alors, on peut avoir des grandes tendances. On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs, sur les bornes publiques. Mais c'est pas comme ça que ta situation personnelle, que tout ça influe sur toi. Bref, je pense que on a des espèces de... Je pense aussi qu'il y a une espèce de marché de dupes. C'est-à-dire que les gens qui sont en train de laisser l'Allemagne dire non, mais on va se laisser une petite niche de e-fuel dans un coin, disent oui, ok, si tu veux, Gunther, moi ça me fait plaisir, il y a aucun problème, mais peut-être avec assez d'intelligence pour se dire finalement on est en train de statuer sur des choses qui n'auront pas de réalité sur le marché, pour autant qu'on leur mette des limites justement en disant attendez, il faut pas que ce soit une espèce de porte dérobée pour continuer à faire du sans-plomb ou des véhicules qu'on pourrait déplomber, bref, mais je pense pas que ce soit, je ne peux pas imaginer que ce soit le chemin que l'on prenne, parce que même pour des Ferrari ou des Porsche, honnêtement, quand ils auront mis vraiment le doigt dans l'électrique sérieusement, je veux dire au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui, pour du supercar et de l'hypercar, c'est difficile. Enfin, ça va être compliqué si tu veux de continuer à mettre sur le marché des Porsche qui valent 10 fois le prix, tu vois, d'une Hyundai ou d'une Tesla de base et qui vont moins vite. En tout cas au démarrage au feu rouge. Ouais, mais ça reste que même si c'est une façon peut-être pour l'Union européenne de dire regarde, si ça leur fait plaisir, on va acheter la paix avec cette petite porte-là. Ça reste que le message est quand même trouble. Et ici, en Amérique, on a entendu des détracteurs dire « Vous voyez, même l'Europe recule. » Oui. Hein, c'est les termes qui ont été utilisés ici, alors que c'est pas tout à fait ça, même si, ça porte à confusion. On veut éviter les doubles messages. Alors, dans notre grande série Only in America, moi, j'ai lu que le Wyoming veut interdire la vente de véhicules électriques. Je peux répéter cette phrase. Veut interdire la vente de véhicules électriques en 2035. La première fois que j'ai lu des titres là-dessus, j'ai dit...
Non, ce truc a été écrit à l'envers, c'est pas ce que vous voulez dire. Non, c'est pas si récent que ça, c'est paru, je crois, fin janvier, début février. Bon, il faut dire que le Wyoming est un grand producteur de carburants fossiles en tout genre, que ce soit, il y a du pétrole, il y a du charbon, il y a tout ça, et eux expliquent que non, c'est une très mauvaise idée. Enfin, c'est la petite musique qu'on a entendue, d'abord chez les constructeurs d'ailleurs, et puis aussi chez certains pétroliers, ils disent non, il faut qu'on ait le bon mix énergétique dans l'automobile. Je sais pas quel est le bon mix énergétique. si tu produis du pétrole, je comprends d'où tu viens, en fait, quand tu me le dis. Et voilà, il y a donc des élus de l'Assemblée d'État du Wyoming, c'est pas la Chambre des représentants à Washington, qui ont introduit une résolution demandant à l'extinction de la vente de véhicules électriques d'ici à 2035, tout simplement en expliquant que leurs industries locales ont tout intérêt à continuer à faire du fossile. Alors, si tu veux, il y a plusieurs moyens d'être à rebours de l'histoire. Celle-là est quand même assez extraordinaire. Ouais, c'est fantastique. J'ai pas les mots, en fait. J'ai pas les mots. Voilà. Et eux expliquent que, voilà, leur proposition permettra d'assurer la stabilité de l'industrie de gaz et de pétrole du Wyoming et en préservant ils veulent préserver le lithium. J'aime beaucoup. Quelle prévenance. On pourrait leur demander pourquoi. Oui, je ne sais pas. En disant ils estiment qu'il faut réserver ces minéraux-là à des usages vitaux. Je ne sais pas. Le lithium aide à régler des problèmes de maniaco-dépression. Alors, ceci explique peut-être cela. À toute petite dose. Enfin, honnêtement, si j'habitais le Wyoming aujourd'hui, je serais un peu au bord de la dépression. Oui, c'est gênant un peu, mais bon, regarde, c'est pas égal, hein, la perception et le tournant se prend pas à la même vitesse et avec le même rayon de courbure. Ah oui, non, je pense que ça va rester encore une espèce de truc anecdotique. Je suis même pas certain que ça a été vraiment voté. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que les constructeurs n'ont pas encore fait leur religion. Enfin, s'ils la font, mais sous la pression immédiate du marché. Mais je vois que BMW va sortir un SUV à hydrogène. Alors, on dit, mais pourquoi qui sera le BMW iX5. Mais bon, alors ce sera une centaine de voitures, un programme pilote. En gros, l'idée, c'est de voir si tout ça est faisable au quotidien. Et Olivier Zips, qui est le patron de BMW, en profite pour affirmer qu'il ne croit pas aux voitures électriques avec batterie. Bon, je pense que ça va être difficile. Et pourtant, plusieurs manufacturiers automobiles faisaient... en tout cas de l'étude, à défaut de produire des véhicules en test, à tout le moins faisait des études sur les possibilités d'utiliser l'hydrogène pour le véhicule léger. Et la plupart ont changé d'idée. Hein. On déclarait que ça c'était pas viable. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas pour des véhicules plus gros, des applications plus spécialisées, mais pour le véhicule léger, clairement, c'est non. C'est un peu surprenant que des firmes aussi grandes et avec des aussi grandes capacités de recherche et développement, d'analyse, arrivent à des conclusions comme celle-là. Non, c'est fou. On en parlait dans le dernier épisode de Dans la prise. Les gens qui font ça le plus sérieusement, on citait, j'avais même un extrait d'un discours de la directrice de la R&D de l'Air Liquide, donc qui produit de l'hydrogène, donc qui normalement devrait avoir un discours sur l'hydrogène, c'est tellement génial, arrêtez de faire des batteries, ça sert à rien, enfin bon. Et non, qui en fait avait un discours vraiment beaucoup plus posé que ça en disant, je te le fais schématiquement, l'hydrogène va nous permettre peut-être de déloger le gazole là où les batteries peuvent pas aller. Voilà. Ouais. C'est-à-dire sur du transport lourd, sur du train, sur l'avion, etc., etc. Mais elle disait dans son discours, non, pour la voiture personnelle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Peut-être pour certains taxis, mais ça restera anecdotique. Et c'est un vrai changement de discours. Enfin, en tout cas, c'est un discours d'une fraîcheur qu'on ne peut que saluer. Et du coup, c'est intéressant parce que quand il y a des gens, alors là, qui damnent ou les commentaires sur Facebook qui disent non, mais les batteries, ça sert à rien, il faut attendre l'hydrogène. Maintenant, je leur mets cet extrait-là en leur disant, vous direz à l'Air Liquide que c'est eux qui ont tort. Donc voilà, ça reste un programme pilote. Et je comprends, hein, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que le problème de tous ces grands constructeurs automobiles, c'est que la voiture électrique les dépossède de leur expérience de motoriste. Ouais. Et quand t'es un BMW, un Mercedes, un Porsche, un Audi, ou même un Volkswagen, et que ça fait 50, 60, 70 ans de ta vie d'entreprise, que tu passes à construire des
vois, des cathédrales que sont les grands moteurs. Ah, oui, c'est un peu compliqué à admettre, mais et pourtant, je pense qu'il va falloir y passer. Même Ferrari, maintenant, t'explique que oui, ça y est, ils vont passer l'électrique, mais avec une voiture qu'ils construiront à 100%. Parce qu'évidemment, la question, c'est où est ta valeur ajoutée. Donc Ferrari te promet qu'ils vont faire le moteur électrique le plus incroyable de l'histoire du moteur électrique. Et voilà, ça, c'est au moins une attitude que je peux valider, je comprends. C'est-à-dire qu'ils y retrouvent de la fierté, en fait. Ça, c'est comme les enfants à qui il faut pas donner des ordres, mais leur faire croire que c'est leur idée. C'est un peu... Ouais, c'est des stratégies féminines. Hein? Ma conjointe fait ça avec moi souvent. Et ça fonctionne. Malheureusement, je dois admettre que ça fonctionne. Et signe d'une industrie qui n'a pas fini de perdre la tête, je lisais chez nos confrères de automobilepropre.com que Toyota prépare une nouvelle génération de voitures hybrides rechargeables, celle-là, mais avec une autonomie qu'on ne connaît pas dans l'hybride rechargeable. Schématiquement, c'est aujourd'hui, si tu achètes une hybride rechargeable, une fois rechargée, elle a une batterie d'une assez petite capacité. Ouais. C'est quoi? C'est 10, 12, 15 kilowatts. C'est pas beaucoup. Non, là, apparemment, ils préparaient des véhicules qui auraient jusqu'à 200 km d'autonomie, ce qui rejoint l'autonomie basse de certains modèles purement à batterie. Ouais, tout à fait. Et là, tout à coup, on se demande, mais alors, quel est l'intérêt l'intérêt, c'est de se dire que, voilà, au quotidien, tu seras vraiment uniquement sur la batterie, réservant la partie thermique pour des trajets plus longs. Mais le problème, c'est la courbe descendante du bénéfice, parce qu'évidemment, ça veut dire plus de batterie, une voiture plus lourde qui va consommer plus quand elle est en thermique. Enfin, c'est compliqué, surtout chez un Toyota dont on sent bien qu'il n'a pas encore fait sa religion sur la question. Non, tout à fait. Mais en même temps, je te dirais, et c'est peut-être mon point de vue nord-américain de la situation. C'est pour ça que je suis là. Hein, ben oui, je vais te donner mon opinion sur le sujet. T'as raison quand tu dis que l'intérêt va tomber graduellement parce que, bon, les voitures toutes électriques sont tellement performantes, ont tellement d'autonomie. Mais ici, les territoires étant grands, les espaces étant grands, la température étant plus froide, beaucoup de gens hésitent à faire le saut dans le tout électrique et des véhicules comme, par exemple, les feux Chevrolet Volt, tous les véhicules avec des prolongateurs d'autonomie, donc, qui ont typiquement 60 à 90 km d'autonomie tout électrique, puis on peut monter à 500-600 là, lorsque l'essence embarque, la génératrice à essence embarque. Ça devient des véhicules porte d'entrée pour bon nombre de consommateurs qui n'achèteraient pas une tout électrique, donc qui se retourneraient vers une voiture à essence, mais que là, ils vont accepter de le faire en disant mes déplacements quotidiens sont assurés en électrique, mais mes déplacements au chalet, mes vacances, mes voyages, mes déplacements plus longs, j'ai pas à avoir peur de la limitation du tout électrique. Et ces gens-là, souvent... J'explique pour nos amis européens, les déplacements au chalet, c'est partir en week-end. Hein, Ouais. Tu fais bien de traduire... C'est quand le Montréalais part au Mont-Tremblant pour la fin de semaine. Oui, exactement. Et la plupart des gens qui avaient des Volt réalisaient au bout d'un 6 mois, 1 an, que finalement... ils mettaient très peu d'essence dans le véhicule. Puis ils se disaient, si le véhicule avait 200 km, je pourrais aller au tout électrique. Maintenant, les véhicules en ont 300. Donc, ces gens-là sont déjà rendus au tout électrique. Mais ceux qui résistent encore, qui n'ont plus l'option de la Volt, avoir une hybride rechargeable de 200 km pourrait être un véhicule qui va aider à démocratiser, donner accès. Donc, juste pour ça, je suis pas contre l'idée. D'accord, qui va donner la sécurité. C'est ce que d'ailleurs BMW avait fait avec la i3, avec son prolongateur. Oui, c'est ça. Où en fait c'était une électrique, mais avec un petit moteur, une sorte de moteur de sauvegarde, un peu comme ce que tu as sur les avions. Les avions ont un petit moteur qui va générer de l'électricité pour quand l'avion est au sol et qu'il n'y a pas des moteurs qui sont à pleine puissance. Mais c'est surprenant. D'ailleurs, ils l'ont arrêté cette voiture, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage, parce que c'est un truc qui avait juste une vertu de réassurance pour le client.
de se dire même en bout d'autonomie, voilà, je serais pas sur le bord de la route. Donc c'est surprenant, hein. C'est amusant d'ailleurs de voir, voilà, BMW, on le disait, lance un SUV à hydrogène au moment où Volkswagen dit que bon, le tout électrique, ils sont pas sûrs, mais que pour autant l'hydrogène, ils y croient pas trop pour la voiture. Ça aussi, c'est une vraie surprise. Moi, je pensais que les Allemands allaient pas parler d'une seule voix sur la question. Et ben non, là c'est Thomas Schaeffer, donc le patron de Volkswagen, qui dit non, l'hydrogène c'est pas pour nous. Ah bah d'accord. Alors peut-être que c'est vrai qu'ils sont bien placés parce qu'on a vu ID3, ID4, ID5, tout ça. Ils sont en train en gros de reproduire toute leur gamme existante en électrique, avec même le petit combi Volkswagen là, que j'ai pas encore conduit, que j'adorerais essayer parce que vraiment c'est enfin voilà, il manque un minivan en fait dans et le ID Buzz. Le ID Buzz, c'est ça. Donc c'est louable, surtout pour une marque qui est vraiment une marque de cœur de marché. Là, on n'est pas chez Porsche, on n'est même pas chez Audi, même si c'est un peu la même maison. Alors, on se parlait de Toyota. Moi, j'ai été amusé, et pas forcément le mot, c'est un peu surpris, mais parmi tous les arguments un peu frelatés que j'ai pu entendre contre le véhicule électrique, enfin pas contre, mais résistant, j'ai envie de dire, chez les constructeurs récemment, le plus fort du plus fort, ça a été quand même Akio Toyoda, qui était le patron de Toyota, qui ces derniers mois a dit qu'en fait, il faut qu'on écoute la majorité silencieuse. Quand on invoque la majorité silencieuse, c'est rarement bon signe. Ça me rappelle les élections américaines, mais bon. C'est comme quand on invoque le bon sens. Ma méfiance est totale. On a une définition différente parfois du bon sens. C'est ça. Et qui explique que non, ils vont faire des véhicules électriques et ils feront évidemment les meilleurs, mais ils les feront à côté de véhicules hybrides rechargeables et hydrogène et que, enfin voilà, en gros, Toyota est pas prêt à faire un choix jusque-là. Bon, on va voir, mais c'est vrai que moi ça me secoue honnêtement de voir à quel point le Japon, qui a été précurseur, parce qu'il y avait la Leaf. Moi je me souviens, j'avais conduit la Leaf première du nom à l'époque. C'était il y a longtemps, c'était il y a presque une quinzaine d'années. Enfin, et c'était très impressionnant. D'autant que c'était déjà un véhicule connecté à ton téléphone, à ton smartphone. Enfin, ils avaient déjà fait l'essentiel du chemin. Un jour, évidemment, j'aimerais bien arriver à parler à Carlos Ghosn de tout ça. Bon, faut trouver où il se cache. Ah mais on sait où il est à Beyrouth. Il se cache pas du tout. Faut juste que je retrouve son numéro de téléphone et voir que j'aille à Beyrouth. Moi, je suis prêt à tout. Hein, je n'ai peur de rien. Parce qu'évidemment, il était au début de ce mouvement-là, quand il était à la tête de Nissan et de Renault. Et moi, je lui avais parlé à l'époque, et il y avait une vision qui était vraiment très, que je trouvais vraiment intéressante. On était juste après le début, enfin même l'explosion de l'iPhone, par exemple, et lui disait que la voiture devait devenir une plateforme, comme l'était l'ordinateur ou le smartphone, ouverte aux développeurs, pour les applications. Enfin, il y avait une vision assez cohérente de tout ça. Et on a l'impression que depuis, chez Nissan, les choses se sont pas perdues, mais enfin, c'est moins visible et lisible que ça l'était. Et je sais pas, là aussi, ça tient à des choses qui sont la force de l'habitude et le reste. Mais bon, on va arrêter de se plaindre des constructeurs, parce que c'est aussi d'eux que viendra que doit venir la solution. Donc, la résistance au changement est un truc absolument naturel chez l'homme. Il n'en va pas différemment des constructeurs automobiles. Ah aussi, non, on n'a pas fini avec les constructeurs. Là aussi, je voyais Renault qui dit non, mais les baisses de prix de l'électrique vont trop vite. Alors là, les baisses vont trop vite. Oui, non, il y a eu des baisses massives en fait de prix chez nous, entre autres chez Tesla et d'autres. Ouais, Tesla, on l'a vécu ici. Ah ouais. Et le Tesla a une tendance à jouer avec les prix en temps réel. Hein. On a l'impression que qu'on est sur des cours de produits frais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sur le prix du kilo de crabe, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'arrivage. C'est une question d'arrivage, c'est une question de ce qu'il y a en stock, comme si ils voulaient pas stocker de voitures. Alors ils ont tout intérêt à vendre tout ce qu'ils produisent, et ils le font. Mais en fait, tu peux d'ailleurs prédire ce genre de choses en allant regarder l'état des stocks. C'est-à-dire que si on te dit vous voulez commander une voiture, vous l'aurez dans 4 mois, ok ? Si tu commandes une voiture et qu'elle peut être livré dans 2 semaines, tu peux te dire que les prix risquent de baisser un peu parce qu'ils sont habitués à pas avoir de stock pour pouvoir passer aux générations suivantes et au reste. Et là, c'est vrai que les prix ont baissé aussi pour se recaler un niveau où elles peuvent accrocher les grosses subventions aujourd'hui de l'ordre de 5 000 € chez nous à l'achat. Et voilà. Mais chez Renault, ils ont trouvé que tout ça allait trop vite parce qu'évidemment, eux sont sur des prévisions de production, des modèles à venir, de tout ce qu'ils ont annoncé, etc.
sais, chez nous, on va faire la Renault 5 électrique, la 4L électrique, qui ressemblera pas du tout à une 4L, mais plus c'est une espèce de SUV urbain, assez joli pour ce qu'on en a vu jusque-là d'ailleurs. Mais voilà, chez Renault, alors est-ce que c'est Luca De Meo ? Oui, c'est le PDG de Renault qui explique que pour lui, ces baisses de prix sont malsaines, parce qu'elles polluent le marché. Et là, je pense que si tu vas poser la question à Tesla, ils vont pas te dire que c'est malsain, mais que ça doit aussi contribuer à garder la tête sous l'eau de certains concurrents. Là, je pense pas aux grands constructeurs, je pense plutôt aux constructeurs émergents ou à créer une sorte d'équation économique où c'est plus très intéressant pour les constructeurs chinois de venir s'installer en Europe et ailleurs. Donc, je pense que on est plus dans la compétition économique que dans la gestion des stocks d'un simple Tesla. C'est pas Tesla qui tient la clé de tout ça. Même si évidemment ils sont sur des échelles où eux peuvent déjà faire les économies d'échelle que des constructeurs plus émergents ont pas encore. Tout ça est assez passionnant. On se posait la question de ce que veulent les gens. Enfin, c'est toujours la complication. C'est que si tu demandes à quelqu'un ce qu'il veut, bah, il va partir de ce qu'il connaît. Donc, c'est très difficile après de faire l'espèce de saut de perception qui te permet d'arriver à... Il y a des constructeurs comme Apple, par exemple, qui disaient non, surtout le dernier truc à faire, c'est de demander à l'utilisateur ce qu'il veut. Parce que lui a pas forcément la vision de ce qui serait possible. Pour autant, il y a quand même des gens qui demandent aux consommateurs ce qu'ils veulent. Le cabinet Deloitte a publié les résultats de son étude annuelle sur les tendances de l'industrie automobile, étude menée dans je sais pas combien de pays, dont la France, plus de 1000 personnes interrogées. Et alors, chez les Français, il y en a pas très loin de la moitié, je crois que c'est 43%, qui se disent que oui, ça y est, ils sont prêts à acheter un véhicule hybride ou électrique, surtout hybride. Bon, pour l'instant, quand on leur demande mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous passiez vraiment à un véhicule purement électrique, il y a deux choses. D'abord, il y a le prix. Il faudrait qu'on passe au-dessous de la barre toute taxe des 30 000 euros. Même c'est quand même ce qui fait quand même beaucoup, parce qu'on est un peu au-dessus du prix moyen de vente d'une voiture qui doit être autour de 20 à 25 000. Et alors surtout, ils disent non mais je veux une très grosse batterie. Ouais. Peu importe le réseau de recharge, peu importe eux veulent une batterie qui fasse entre 400 et 600 km d'autonomie à tous les coups. Et d'ailleurs, il y a près de 40%, je crois que c'était 37, qui demandent à avoir une autonomie qui dépasse les 600 km. Je suis pas sûr que 37% des automobilistes français aient besoin de faire 600 km tous les jours. En fait, je connais pas autant les Français que toi, mais j'oserais presque affirmer que non, les 37% n'ont pas besoin. C'est beaucoup, 600 km. Même les taxis font pas 600 km par jour. Donc non, ça n'a pas de sens. Mais c'est une question d'inquiétude. Ouais, et puis c'est une barre qui se repositionne en fonction de l'état de la situation actuelle. Je me rappelle très bien quand tu parlais de la Nissan Leaf plus tôt, quand j'ai eu ma première en 2010, elle avait quoi, 110, 120 km le vent dans le dos quand tout allait bien, même si on nous annonçait 160. Là. Et là, les gens disaient, moi, la journée que ça va avoir 200 km, j'y suis. Quand les modèles à 240 km sont arrivés, 300 km, là, j'embarque. 400, et là, voiture, on est rendu à 600. Quand les voitures feront 600, on nous demandera 800. Là, à un moment donné, il faut comprendre que plus grosse batterie, c'est plus de poids, c'est plus de coûts, c'est plus de temps à charger. C'est plus de consommation tout le reste du temps. Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre juste entre nos besoins réels et le confort que nous apporte d'avoir une batterie avec une autonomie un peu plus grande. Ma voiture me permet d'aller à Québec. Je l'ai fait encore en fin de semaine en partant de Montréal. Montréal-Québec, ça fait quoi? 240 km à peu près en partant d'ici. Bon, j'y vais directement, j'arrête pas, c'est parfait. Mais vois-tu, mon modèle précédent, j'aurais dû arrêter une fois me charger. Ça m'embêtait pas tellement. Aujourd'hui que je suis capable de le faire sans arrêter, tu me demandes si je voudrais reculer, je te dirais non. Maintenant que j'ai goûté à faire le Montréal-Québec sans avoir besoin d'arrêter de me charger, je vais plus reculer. Mais est-ce que j'aurais vraiment besoin de 400, 500, 600 km? Si on me le donne pour le même prix, même impact écologique, pourquoi pas? Sûr, pourquoi pas? Mais il faut être capable à un moment donné d'arrêter cette folie-là puis de dire, je pense que rendu là, à 400, avec des autonomies, il
équivalente à ce qu'on a avec une voiture à essence, je pense qu'on est capable de faire 95% et plus de nos déplacements sans aucun inconvénient. Oui. Et puis, honnêtement, voilà, c'est des choses, c'est des peurs qui s'envolent au bout d'un temps. Quand justement on se met à faire ces grands trajets et qu'on n'a pas de souci de recharge, c'est vrai que ça change tout. C'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point, dans ce podcast, dans le tien aussi, on parle aussi régulièrement des batteries et de la recharge. C'est un peu, imagine si on faisait un podcast sur la voiture thermique, comme si on passait notre temps à parler de l'essence et des stations-service. Et des réservoirs. Et des réservoirs d'essence. Un spécial réservoir d'essence. Et oui, c'est ça. Sur la nouvelle Chevrolet, il y a un réservoir de 76 litres. Tu vois, un truc qui n'aurait pas de sens. Mais c'est intéressant parce que ça témoigne aussi du fait qu'on est presque encore au début de l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui restent à définir, et puis que la recharge reste une inquiétude pour tous ceux qui s'apprêtent à acheter un véhicule électrique. Et on voit à quel point les technologies évoluent dans le temps, les réseaux de recharge aussi. Alors justement, je voulais qu'on entende aujourd'hui quelqu'un dont la recharge est le métier. Alors lui, il n'est pas québécois, il est bien français, il est à la tête de la filiale hexagonale d'une entreprise d'ailleurs créée au Portugal, il s'appelle Mathieu Dichamp, et c'est le patron chez nous de PowerDot. PowerDot, c'est une entreprise qui installe des bornes de recharge essentiellement sur des parkings publics, de centres commerciaux, de restaurants. Nous, on va avoir des obligations légales de déploiement de bornes de recharge. Donc voilà, on s'est parlé avec lui de la difficulté du déploiement de ces nouvelles bornes, du prix des recharges, de l'obligation faite au parking de suivre le mouvement de l'électrification. Bref, plein de choses à se dire. Interview enregistrée à Paris il y a quelques semaines. On l'écoute et on se retrouve juste après. Bonjour Mathieu Dichamp. Bonjour Cédric Ingrand. Vous êtes le directeur général de PowerDot, une entreprise qui est portugaise à l'origine, mais qui déploie aujourd'hui des bornes de recharge dans toute l'Europe. Alors, je vous rassure, je ne vous ai pas fait venir à ce micro pour vous extorquer un code promo pour m'installer une borne à la maison. C'est pas l'idée, et pour cause. Vos bornes à vous ne les installez que chez les professionnels, sur des parkings accessibles au public. Exactement, sur les parkings des espaces commerciaux. C'est aussi précis que ça ? Parce que sur votre site, je suis allé voir, j'ai fait comme si j'étais un professionnel qui avait envie d'une borne, et on me dit, vous êtes un restaurant, un hôtel, un bureau. Après, ce qu'on considère comme étant un espace commercial, ça va être un site qui a une activité commerciale, et donc qui accueille du public. Donc ça va être les centres commerciaux, les supermarchés, les retail parks, les restaurants. Et notre idée, c'est qu'on vienne amener l'électricité là où vont les Français naturellement. Donc on veut que là, eux, ils se rendent naturellement pour faire leurs courses, ils se rendent naturellement au restaurant. Et donc, il faut qu'ils puissent se recharger pendant qu'ils font leurs courses, pendant qu'ils se restaurent. En gros, vous voulez aller les chercher là où ils sont déjà. Exactement, pour leur éviter de faire des détours. Évidemment. Si c'est déjà fait, on va passer dans les jours, les semaines, peut-être les mois à venir, le seuil psychologique, longtemps annoncé, des 100 000 chargeurs publics sur le territoire français. Alors justement, on a passé la barre du million de voitures électriques sur nos routes. Pour vous, c'est un ratio qui fonctionne ? En fait, le ratio qu'il faut regarder, c'est plutôt le nombre de points de charge pour 100 km. Et donc en France, on est à 7-8 points de charge pour 100 km, alors qu'en Allemagne, on est plutôt à... Au 100 km de quoi ? De route. 100 km alors qu'en Allemagne, on est à 17-18. Donc voilà, on est loin derrière. L'objectif des 100 000 bornes, il est symbolique. Et initialement, il était fixé pour fin 2021. Donc ça a eu le mérite de mettre les acteurs en ordre de marche. Ça a aussi été suivi d'un arsenal législatif pour encourager les parkings à s'équiper. Donc on pense notamment à la loi LOM, la loi d'orientation de mobilité, qui demande aux parkings accueillants du public d'équiper 5% de leur place de parking en borne de recharge. Et d'ailleurs, aux nouvelles structures, d'en équiper jusqu'à 20%. 20% c'est énorme. Pour une nouvelle structure, sachant que là, il y a une subtilité, on demande 20% de pré-équipement. Donc pas forcément qu'elles soient toutes équipées. Alors que pour les structures existantes, c'est 5% équipés d'ici le 1er janvier 2025. Donc voilà, ça a mis tout le monde en ordre de marche. Et on a vu beaucoup d'acteurs lancer des projets là-dedans. Et donc ça a eu cette vertu, même si derrière l'objectif d'atteindre ces 100 000 bornes à fin 2021 était peut-être un peu trop ambitieux, effectivement. Oui, et puis il y a eu une pandémie mondiale au milieu du gué, donc c'est forcément un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion en tournant sur le parking d'un grand centre commercial d'Île-de-France, et en me disant, mais demain, si la même chose devait se monter à 10 km d'ici, il faudrait qu'ils aient 20% de bornes, enfin de places avec des bornes installées, ce qui est fou, parce qu'on parle de parking qui ont des milliers de places. Oui, en fait, la loi LOM, elle, quand elle a été créée ou pensée,
c'était sur la base de données de 2018-2019, à l'époque où la voiture la plus vendue en France, et de loin, c'était la Renault Zoé, qui ne se rechargeait qu'en charge lente. Oui. Donc l'idée, c'était en fait de mettre plein de recharges lentes partout en France pour pouvoir faire du biberonnage, entre guillemets. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on a un problème de recharge, on en a deux. Exactement. Enfin, mais qui sont bien distincts. Il y a la recharge du quotidien, qui là peut être tout à fait de la recharge lente. Moi, j'attends toujours de voir ce truc dont on a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, vu en Allemagne, où on met des petites prises de charge lente dans les lampadaires. Mais alors, le problème, c'est que le lampadaire, il est du côté de la rue et pas du côté du mur. Donc, ça évite d'avoir des câbles qui se baladent. Mais c'est une bonne idée. Enfin, là, il faudra en mettre autant que possible parce qu'on a un vrai problème de recharge au cœur des villes. Et puis, de l'autre côté, il y a les recharges rapides pour faire des longs trajets. Ouais, ça, c'est l'autre problème en France, effectivement. C'est donc, on a un déficit de bornes, mais aussi on a un déficit de bornes de recharge rapide. Il n'y a que 8%, moins de 8% du parc de bornes en France qui est rapide. Alors que si on compare encore une fois à l'Allemagne, ils sont à 16%. Donc là, il y a également un déficit, et justement, on a beaucoup misé sur la recharge lente jusqu'à présent, mais le marché du véhicule électrique, lui, requiert plutôt de la recharge rapide. Disons que il y a une question presque de sécurité psychologique pour l'acheteur de voiture, surtout la première fois, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Après, on organise sa vie, enfin, on comprend comment les choses fonctionnent, mais au quotidien, on a surtout besoin de charge lente. Oui, et c'est pour ça que nous, on n'est pas des ayatollahs de la recharge rapide pour autant, mais il faut que la puissance soit adaptée au temps de passage. Donc quand on est chez soi au bureau, là, oui, la recharge lente a sa place, mais quand on est sur un espace commercial, ça n'a pas de sens de charger à 3 kW. Ouais, exactement. Et personne n'a envie de passer 8 heures sur le parking d'un supermarché. Et donc, pourtant, on l'a vu. Mais... Donc c'est pour ça que nous, on vient équiper les espaces commerciaux en bornes de recharge rapide, sans aucun coût ni investissement de leur part. Alors justement, ces bornes, vous n'installez que des bornes rapides, ou peut-être quelques bornes lentes pour les véhicules qui ne peuvent pas y accéder? On met systématiquement au moins une borne lente pour les véhicules hybrides, pour les véhicules type la Renault Zoé ancienne génération qui ne peut pas se recharger en recharge rapide, et aussi pour offrir une recharge de courtoisie pour ceux qui veulent se recharger à un tarif moindre que celui ou recharger autre chose, un vélo électrique, une trottinette, que sais-je encore. Alors, ouais, ça c'est encore d'autres types de prises. Ah oui, c'est pas d'accord. Prises domestiques pour... Alors, votre modèle économique, finalement, il est assez simple. En tout cas, pour ceux chez qui vous installez ces bornes, pour eux, c'est gratuit. Si je suis un supermarché, un restaurant, je peux vous appeler et dire j'ai envie de X bornes. Je ne sais pas comment vous négociez le X bornes d'ailleurs, mais en tout cas, pour moi, ça ne me coûtera rien. J'ai même que ça va même me rapporter un peu d'argent parce que vous allez faire du partage de revenus. En fait, c'est le modèle économique du distributeur de bonbons, quoi. Ouais, exactement. Donc, c'est sans aucun coût ni investissement de la part de celui qui héberge. C'est aussi une solution clé en main, parce qu'il n'a rien à faire, on s'occupe de tout de bout en bout. Et derrière, effectivement, il touche une redevance sur l'utilisation des bornes. Donc voilà, de manière simplifiée, ça ressemble au distributeur de bonbons. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe, évidemment. On est sur des projets de grande ampleur avec... des raccordements électriques lourds, des raccordements haute tension. Ouais, j'allais y venir parce qu'en fait, ça se déploie pas comme un distributeur de bonbons, j'ai envie de dire. Voilà, ça requiert énormément d'orchestration de différentes parties prenantes, et en particulier d'Enedis. Enedis, évidemment, qui est le gestionnaire de réseau de distribution en France, ils sont incontournables dans le déploiement, puisque c'est eux qui vont amener l'électricité sur site. Oui, et puis vous leur en demandez beaucoup, en plus. On leur en demande beaucoup, et puis... ils sont très sollicités, ils ont leur propre délai, donc ça prend du temps. Mais cela dit, on peut facilement tomber dans l'autoflagellation en France en se disant que le déploiement n'est pas suffisamment rapide. En disant qu'on n'est pas allé assez vite jusque-là. Ouais. Exactement, mais quand on compare aux autres pays, la Enedis, c'est un des meilleurs gestionnaires de réseaux de distribution en Europe. Quand on compare à nos voisins allemands, quand on compare à la Belgique, à l'Espagne, à la Pologne, qu'on connaît bien puisqu'on est sur ces marchés-là. Bien sûr. Enedis est le gestionnaire le plus performant. Entre le moment où je vous appelle parce que, je sais pas, je suis gérant d'un KFC et le moment où je vois mes 2, 3, 4, je ne sais pas d'ailleurs combien de bornes, vous installez le nombre de bornes qu'on vous demande, ou il y a un ratio entre le nombre de places au total et le nombre de bornes que vous installez? On fait une étude du site, on va prendre en compte le nombre de places sur le parking, mais aussi on va prendre en compte la pénétration du véhicule électrique dans la zone, la proximité des axes routiers. Il y a une vraie étude qui est réalisée. Et donc là, sur cette base-là, on fait une proposition à notre partenaire foncier
pour qu'ils soient équipés pour les besoins sur les 10 prochaines années. D'accord. Et schématiquement, en moyenne, combien de temps entre la décision et l'ouverture ? Donc, il va souvent s'écouler entre 7 et 9 mois. Okay. Donc, ça peut paraître long, évidemment. Puisque vous avez un peu de procédure, un peu de voirie, un peu de... Oui. Voilà. Après, les travaux sur site, eux, sont assez rapides. On passe 10 jours maximum de travaux sur site, mais voilà, il y a le temps de raccordement, notamment, qui est nécessaire auprès de Enedis pour qu'ils ramènent l'électricité sur site. Puisque, comme on est sur de la recharge rapide, la puissance est élevée, et donc, il faut un raccordement distinct. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc, un point de livraison distinct. On disait on va passer les 100 000 chargeurs. Vous n'êtes pas un petit acteur, parce qu'il y en a toute une part qui est à vous dans le lot. Effectivement, donc nous on vient de passer la barre des 1000 points de charge installés en France. On en a 5000 autres en cours de déploiement. L'an dernier, on est l'opérateur qui a installé le plus de sites de recharge rapide en France. Donc on est très fiers de ça. Et on est le seul opérateur à avoir une convention à la fois nationale avec Enedis et régionale avec chacune des directions régionales d'Enedis qui nous permet d'aller très rapidement. Et donc on espère que cette année, on sera encore une fois ceux les premiers en termes d'installation de bornes de stations de recharge rapide en France. Et c'est très bien parti puisque au mois de février, on l'était encore. Ça coûte combien une borne ? Alors ça va dépendre de la puissance évidemment, mais globalement, une installation... va falloir compter entre 150 et 250 000 euros. D'accord. Pour un nombre de X bornes ça, c'est pour 6 points de charge. D'accord. Ah, waouh. Sur le modèle économique, il vaut combien le kilowattheure chez vous ? Alors nous, on est à une tarification entre 54 et 42 centimes du kilowattheure à l'heure actuelle sur de la recharge rapide. D'accord. Et donc, ce qui est à peu près dans les tarifs de choses qu'on voit par ailleurs. Ouais, c'est très compétitif. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça a augmenté. Oui, ça vous a pas échappé. Ces dernières années, puisque le tarif de l'énergie a explosé. Pour donner un peu de contexte à nos interlocuteurs, en 2021, on était à 50 euros du mégawattheure, début 2021. En 2022, on a atteint les 1000 euros du mégawattheure. Wow. Et sur l'année, en moyenne, on était à 500 euros du mégawattheure. Donc on est sur un marché qui a fait x10. Oui. Et donc, forcément, il y a eu une terrible onde de choc. Donc, nous, on n'a pas répercuté la hausse en totalité sur nos prix. On a énormément rogné sur nos marges. Et là, le prix de l'électricité est redescendu au début de cette année, notamment avec l'accord qu'a trouvé la Commission européenne pour limiter les prix du gaz. Oui. Et donc, ils sont maintenant stabilisés autour de 200 euros du mégawattheure. On est quand même à des niveaux 4 fois supérieurs à ce qu'il y avait en 2021, mais ça s'est un peu calmé et ça a permis aux acteurs des bornes de recharge de baisser les prix aux alentours de 50-60 centimes du kilowattheure. Bon, espérons que ça continue de baisser un peu. Dans votre modèle économique, c'est le consommateur final qui paye et pas l'entreprise chez qui sont installées les bornes. Aujourd'hui, il y a certains supermarchés, je pense à certains hôtels aussi, qui offrent la recharge à leurs clients, alors soit intégralement, soit juste pour une demi-heure ou une heure, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore possible si la borne vient de chez vous ? Alors, nous, on est spécialiste du retail, et donc, de ce point de vue-là, du commerce de détail, dit-on en français. Du commerce de détail, exactement. Petite déformation professionnelle étant une entreprise multinationale. Non, mais ça, le jargon est une maladie largement partagée. Exactement. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est permettre aux retailers d'utiliser les bornes de recharge comme un outil d'attractivité et de fidélisation de leur clientèle. Donc, on leur donne accès à des instruments pour faire de l'animation promotionnelle, autour des bornes, de faire des tarifs préférentiels pour leurs clients porteurs de carte de fidélité, de faire des réductions spéciales pour par exemple pour les gros paniers en magasin. D'accord. Déjà, c'est ce qui se passe sur la borne ne leur passe pas complètement au-dessus de la tête. Exactement. L'idée, c'est qu'ils puissent utiliser ça vraiment comme un outil marketing, leur rendre les clés du marketing sur les bornes. Et donc, parfois, ça peut passer par de la gratuité. Bien sûr, après, nous, on a un modèle économique à
à protéger. Donc, on ne peut pas se permettre de faire 100% de gratuité en permanence. Ah non, mais ça, c'est normal. Ça, vous avez un métier. Vous pensez vraiment que l'existence et la qualité et le nombre des bornes sur le parking d'un centre commercial, par exemple, c'est un enjeu d'attractivité aujourd'hui? Absolument. Alors, aujourd'hui, c'est encore un épiphénomène, les voitures électriques. Vous avez évoqué qu'on vient de passer la barre du million de véhicules électriques en France. Là, c'était en octobre. On est à peu près 2,5% du parc automobile français qui est électrifié. Donc ça reste très petit. Mais c'est un marché qui va exploser dans les années à venir. Les projections de la filière, c'est qu'en 2030, on sera entre 8 et 13 millions de voitures électriques. Donc à l'heure actuelle, effectivement, ça adresse un fait... Surtout, il ne se vendra pas grand-chose d'autre. Ouais, exactement. Et à l'heure actuelle, donc c'est pas un énorme enjeu, effectivement. Mais ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs, ils choisissent leur supermarché, leur restaurant en fonction de la disponibilité des bornes. Et ça, on le voit énormément sur tous les forums, les applications comme ChargeMap, qu'on monitore au jour le jour. On a une équipe de community managers qui sont sur ces applications, qui répondent aux commentaires de nos utilisateurs sur nos sites. Et donc, on voit effectivement que pour eux, c'est un critère super important dans la sélection de leur supermarché. Donc, même si aujourd'hui, c'est que, entre guillemets, 2,5% du parc automobile français, et ben, il faut se préparer maintenant pour cette vague déferlante qui est en train d'arriver. Bien sûr. Et avoir, du coup, les outils pour adresser les besoins de la clientèle des espaces commerciaux. Dernière chose, si j'ai envie à mon tour, voir pousser des chargeurs sur le parking de mon restaurant, mon supermarché, mon hôtel ou mon aéroport, où est-ce que je vous contacte ? Alors, on a un site web powerdot.eu. Alors, il faut faire attention. Si vous tapez juste PowerDot sur Google, vous allez avoir une page de résultats qui n'ont rien à voir. Alors, c'est pas des trucs qu'il faut cacher à vos enfants, je veux dire, mais vous allez tomber sur... en gros, il y a un système de... Comment on appelle ? Un stimulateur musculaire, voilà. Un électrostimulateur musculaire qui s'appelle PowerDot aussi. Ah, le branding, c'est un dur métier. On a des progrès à faire en termes de SEO, voilà. De Search Engine Optimization. Donc, powerdot.eu. Voilà, on a un formulaire qu'on peut remplir directement dessus. On a également nos commerciaux qui sont dans les territoires. Nous, on est très très proche des territoires. On a des techniciens, des chefs de projet, des commerciaux qui sont répartis en région en France. Et donc, on va au plus près des indépendants et des franchisés. Et donc, vous aurez peut-être la chance même de les croiser directement. Ils vont peut-être vous n'aurez peut-être même pas besoin d'aller en ligne pour demander vos bornes. Bien. Exactement. Merci infiniment, Mathieu Dichand, d'être venu jusqu'à ce micro. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes le directeur général de PowerDot en France. Voilà, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette interview, mais même plus généralement, c'est que moi, je suis assez frappé de voir à quel point, en France, que ce soit en ville ou que ce soit sur les grandes stations d'autoroute, par exemple, on voit partout des travaux où ils déploient des bornes et des bornes et des bornes de recharge de plus en plus voyantes. Au début, c'était c'est dans le coin du parking, il y avait 3 bornes dans un coin, c'était un peu compliqué. Pas d'éclairage reclus. C'est ça, avec une vieille ampoule qui se balançait au bout du fil. J'exagère un petit peu. Maintenant, il y a des choses absolument magnifiques. Je voyais des choses sur le bord de l'autoroute A13, ce qui relie Paris à la Normandie chez nous. Il y a des bornes de recharge. Enfin, c'est très beau. Et ce qui est intéressant, c'est que même si tu n'as pas encore de voiture électrique, juste le fait de voir ces choses-là te rassure. Te dit d'accord, ok, donc les solutions existent. Donc merci encore à Mathieu Dichand de PowerDot. On a compris plein de choses sur l'envers du décor de la recharge. Mais c'est intéressant de voir que maintenant, ça y est, tous les parkings qui vont se monter vont avoir des obligations en nombre de bornes, puis pas des obligations sérieuses. On se parlait du fait qu'on est encore un peu au début de l'histoire. Et ben, meilleure preuve, ce papier, encore chez nos camarades d'Automobile Propre, qui raconte comment Mercedes et Porsche veulent gagner la guerre de l'autonomie en travaillant sur le domaine critique de la voiture électrique, que sont les batteries. C'est intéressant parce qu'on pourrait penser que, tu vois, les constructeurs essaient de reproduire leur expertise en disant, voilà, moi je fais un meilleur moteur que le voisin. Non, ils ont bien compris que le plus important, finalement, c'est la batterie. Alors, je vais pas rentrer dans un luxe de détails parce que ma culture de la batterie est pas complètement faite. Ça y est, je fais la différence entre nickel, cadmium, lithium et le reste. Eux, en fait, veulent remplacer le graphite qu'on a dans l'anode des batteries pour passer au silicone.
Alors ça aurait beaucoup de bénéfices, à la fois, enfin, en gros sur l'efficacité énergétique, sur la densité énergétique des batteries, pourquoi pas sur leur prix, parce qu'en plus le silicium c'est un truc qu'on fait avec du sable, donc ça c'est pas très compliqué à trouver. Le graphite n'est pas encore un truc pour lequel on est en pénurie, mais ça pourrait le devenir parce que ça ne s'invente pas, il faut aller le chercher dans les mines. Donc voilà, Mercedes s'est allié avec une entreprise et qui va démarrer en 2025 la production de prototypes de batteries. Ça peut aller très vite. Mercedes indique qu'ils voudraient avoir des premiers véhicules dès 2025. Porsche, de son côté, ils ont investi dans 100 millions de dollars dans leur projet de batterie au silicium. En gros, je vous la fais rapide. On va voir évidemment si c'est aussi formidable que ce qu'ils imaginent aujourd'hui, mais ça permettrait, dans le même volume et dans le même poids, justement d'avoir les fameuses batteries qu'on nous demande dans les sondages en disant je veux faire Paris-Rome dans la journée. On verra évidemment si ça n'a pas une influence sur les prix, parce que le fait que tout ça apparaisse chez Mercedes et Porsche va quand même de toute façon le garder hors du garage de Monsieur Tout-le-Monde pendant un certain temps. Mais moi j'ai vu avec sidération la vitesse à laquelle, alors là sur des véhicules d'entrée de gamme, les batteries LFP, les batteries au fer et au lithium se sont déployées, mais de manière, c'était incroyable. Je crois que chez nous c'est près de 40% des ventes déjà. Alors c'est des batteries moins chères, mais un peu plus lourdes, mais qui ont aussi d'autres bénéfices parce qu'on n'a pas de problème de recharge, pas besoin de pas les charger jusqu'à 100%, etc. On en a déjà parlé. Donc c'est intéressant parce que j'ai l'impression de retrouver 20 ou 30 ans plus tard ce qu'étaient à l'époque les révolutions de l'informatique. Ouais. Moi je me souviens, on me disait si par exemple l'automobile avait évolué à la vitesse de l'informatique. En gros, au milieu des années 90, on aurait acheté des Ferrari pour quelques sous et qui auraient eu des autonomies. Voilà. Enfin bref, alors qu'évidemment, tout ça est à comparer à la vitesse des processeurs, au prix et au stockage des disques durs. Ben là, c'est un peu pareil. On a l'impression qu'on retrouve le même genre d'avancée, peut-être pas à la même vitesse, mais alors que pendant très longtemps, les technologies autour de la batterie ont un peu fait du surplace, quoi, dans l'ensemble. On disait, vous faites du nickel-cadmium ou du lithium-ion, enfin, ce genre de choses. Mais ça avançait pas beaucoup. On disait juste, le jour où on en fera plein, ça coûtera moins cher. Ce qui est intéressant, c'est que l'innovation se fait pas juste sur le prix, mais se fait aussi vraiment sur la technologie qui est à l'intérieur. Alors, parmi les idées qui reviennent dans l'actualité, il y a près de 15 ans, 20 ans, il y avait un constructeur dont le nom m'échappe, un entrepreneur israélien qui s'était persuadé qu'en fait la voiture électrique avait un avenir beaucoup plus immédiat que ce qu'on prédisait à l'époque, à condition de régler le problème des batteries. Et donc il avait dit, on va faire un deal avec Renault et on va faire des stations d'échange de batteries. En gros, au lieu d'aller faire le plein de ta batterie, tu passerais dans une station où on t'enlevait une batterie, on t'en remettait une. Du battery swapping. Du battery swapping. Ça, on l'a vu apparaître sur des systèmes de location de scooters, et tout ça, voilà. Mais sur l'automobile, évidemment, c'est un peu plus compliqué vu le poids de la bête. Donc, il n'y a jamais eu de standard. Ce que je voyais, c'est qu'en Chine, c'est le patron de NIO qui croit, lui, justement, au retour de la revanche de la batterie échangeable. J'ai envie d'y croire, mais ce serait, il explique que ça permettrait de faire des véhicules moins chers, mais enfin, il faut aussi là tout à coup faire un réseau d'échange de batteries qui te soit réservé. C'est intéressant parce que je l'ai découvert dans un tweet où on voit le patron de NIO qui explique le projet sur fond d'une vidéo de sa voiture qui s'appelle, ça me reviendra, et qui ressemble à une espèce à l'enfant illégitime d'une Tesla Model 3 et de... désolé, ça c'est pour le son, je vais vous le descendre. D'une Tesla Model 3 et d'une Polestar. Enfin voilà, on a l'impression que c'est une espèce de véhicule hybride, mais hybride dans son design. Là, je parle pas de motorisation. Voilà, je sais pas ce que t'en penses.
Ça me paraît un peu compliqué. Ouais. Ben, en fait, ça fait partie des fausses bonnes idées, je crois. Et c'est des lubies qui reviennent un peu comme l'idée de vouloir retourner à l'hydrogène pour le véhicule léger. Il y en a toujours un qui repop avec cette idée-là, puis on l'étudie, puis on se dit tout comme la dernière fois et la fois d'avant et l'autre fois d'avant, je crois que ça ne sera pas une bonne idée. Ça risque de pas marcher beaucoup mieux que la fois d'avant. Ouais, non. Puis, tu sais, il faut juste penser aux enjeux de sécurité liés à ça. Donc, à déconnecter puis reconnecter une batterie à haute puissance comme ça, au poids qu'ont ces batteries-là. Donc, toute la logistique. Le voltage qui sort de ce type de batterie, c'est quoi? Pour les véhicules? Ouais. Sur la majorité des véhicules actuellement sur le marché, c'est 400 volts. C'est ça. Puis les nouvelles générations s'en vont plus vers le 800-900 volts. 900 volts. Donc, ça demande déjà là, pour les garages ou les boutiques spécialisées qui doivent faire de l'entretien, les procédures de sécurité liées au fait de procéder au branchement et au débranchement des batteries sont quand même relativement complexes. Et puis, ça ne peut pas être fixé simplement avec des clips là, Quick Connect, là, hein? Faut que ça tienne correctement. Donc, je suis pas certain que ça a du sens. Tu sais, je comprends la logique pour un scooter, je la comprends très bien, ou une trottinette électrique. Bon, on la déconnecte avec deux, trois petites clips, clouc, puis on l'enlève, puis on l'accroche, on la met dans une machine qui la recharge, qui nous en donne une autre. On met dans une armoire, ça recharge tout seul. Mais là, écoute, on parle de batteries qui pèsent des tonnes, ça n'a aucun sens. Ça me paraît un peu compliqué. Pourtant, il reste plein d'avancées à venir. Une des choses que j'ai vues qui, moi, m'a intrigué, ça vient encore d'un constructeur chinois, chez Dongfeng, il travaille sur les batteries solides. Ça, ça, évidemment, on peut y croire. Et alors, comment s'appelle ce constructeur? Est-ce que c'est encore Dongfeng? Non, le Protean électrique, que je ne connaissais pas, eux imaginent mettre les moteurs directement dans les roues. Justement, au nom de l'efficience. Alors, c'est intéressant, mettre un moteur électrique dans la roue, dans le moyeu, ça, c'est un truc qu'on voit sur des vélos électriques de manière courante, qu'on voit sur des scooters électriques, qu'on voit sur plein de petites machines de mobilité urbaine, mais pas dans une voiture. Non, eux expliquent que tout à coup, on pourrait faire varier la puissance d'une automobile selon le nombre de roues à moteur qui y sont installées, où on pourrait n'en mettre que 2, voire 3, voire 4, pour atteindre 240 chevaux pour 2 moteurs et 480 chevaux pour 4 moteurs. Évidemment, c'est faisable parce que ces moteurs pèsent pas énormément. Ça pèse une trentaine de kilos, 36 kilos, je crois. Ce qui est un peu de masse pour une roue, mais ce qui, à l'échelle de la voiture, est là pour largement optimiser. C'est intéressant, je sais, parce qu'évidemment, ça libérerait aussi du volume à l'intérieur du véhicule, pas forcément énormément. Évidemment, la grosse avancée serait d'arriver à mettre les batteries dans les batteries dans les roues. Je suis pas certain que ce serait intéressant au niveau d'efficience. Mais voilà, c'est un truc à suivre. Je sais pas, ça m'intrigue. En tout cas, je pense que ça a plus d'avenir que les batteries qu'on irait échanger en concession. Je ne sais pas. Hein, Tout à fait. Et ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous rappelle qu'ici au Québec, on avait développé il y a plusieurs années à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, justement, un moteur roue qui avait été développé par le professeur Couture, le moteur roue du Dr Couture. C'est quelque chose de très mythique ici au Québec parce que ça avait été annoncé il y a plusieurs années avant l'arrivée de masse des voitures électriques et on lui prédisait que ce serait grâce à ce moteur-là que les véhicules électriques verraient le jour. Il y a tout eu une histoire en lien avec les brevets, l'utilisation de ça qui a fait que ça l'a étiré dans le temps. Les brevets ont été vendus à une tierce compagnie qui n'a jamais donné suite à ce moteur-là. Puis aujourd'hui, cette technologie-là était un peu dépassée, c'est-à-dire que même le professeur Couture... Ça date de quand? Ça date d'une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. Mais lui-même admet qu'aujourd'hui, la plus simple voiture électrique est plus performante qu'était son moteur roue de l'époque. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de révolutionnaire. Il y avait des prototypes de véhicules qui avaient été faits avec ces moteurs-là. Il y a beaucoup de documentation disponible sur Internet pour ceux que ça intéresse. Intéressant à suivre. Nous, on a un phénomène un peu purement français. Il y a un garçon chez nous, il s'appelle Emmanuel Macron, il est président de la République, ça ne t'a pas échappé. C'est son deuxième mandat. Et lors de la dernière campagne, il y a une chose qui est arrivée dans la discussion, évidemment, qui m'a fait dresser l'oreille. On nous expliquait qu'il fallait faire une grande
il fallait aider le consommateur à passer à l'électrique, et que donc pour ça, le plus simple serait de trouver un moyen de financer sa voiture, et donc il y avait l'idée de la voiture électrique à 100 € par mois. On savait pas encore, c'était une promesse, mais on savait pas encore comment ça pouvait s'articuler, sur quel véhicule, comment, dans quelles limites, comment ça se finance, qui ça allait concerner, parce que c'était pas pour tout le monde. C'est évidemment, l'idée c'est de le faire sous condition de revenus. Et ben, on n'a toujours pas réglé le problème. On s'attendait à avoir plus de détails dans la future loi de finances. L'idée, c'est qu'il y aura une aide pour permettre aux bénéficiaires de ne payer qu'une centaine d'euros par mois, mais avec des conditions qui vont être restrictives sur le type de véhicule, évidemment, probablement sur la provenance des véhicules. Alors nous, on a une voiture que j'aime beaucoup, qui est la Dacia Spring, qui est une petite voiture qui coûte pas si cher que ça. On est sous la barre des 20 000 €, toute taxe. Mais encore, c'est presque limite en termes de prix. On attendrait aussi des Twingo électriques. Enfin voilà, des choses comme ça. Le problème, c'est que par exemple, je crois que la Dacia Spring, elle est faite en Chine. Donc ça cocherait pas la case de la voiture made in France. Quand on dit 100 € par mois, il y aura aussi une autre variable d'ajustement qui serait l'apport initial. Parce qu'évidemment, il faudra quand même faire un chèque au début. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est que pour les gens à qui s'adresse la mesure, l'apport initial reste quand même le plus gros frein, avec en plus tous les défauts de la location longue durée, où il y a un engagement sur 2 ans, 3 ans. On ne sait pas combien ce sera encore. Bref, donc il y aurait moins de modèles, avec un accès plus compliqué. Bon, le but n'est pas non plus d'en faire des millions, mais il faudrait que tout ça soit lisible. Avec en plus une autre question, c'est qu'évidemment, quand tu tombes à 100 € par mois, tu risques quand même d'avoir une assurance qui va te coûter, allez, pas aussi cher que ta voiture chaque mois, mais pas loin. Ça va être difficile de l'assurer pour moins de 40 à 50 € par mois. Donc voilà, on n'a pas encore résolu la quadrature du cercle de la voiture électrique à 100 €. Moi, je me souviens quand c'est Fiat, quand ils avaient lancé leur petite Fiat 500 électrique en Californie. Je sais pas encore dans quelle configuration, parce qu'il y avait, je pense, un encouragement de l'État californien à les aider à s'implanter. Ils avaient fait une formule comme ça, mais c'était pas pour énormément de monde, où tu peux avoir une Fiat 500 en location, avec l'assurance, avec tout le reste, pour 100 $ par mois. Et là, évidemment, c'est une super affaire. Ouais. Surtout vu ce que coûtaient les électriques à cette époque-là. Voilà, moi je serais... Mais je pense que, là encore, entre l'initiative du gouvernement et la direction que prend le marché, on va y arriver à la voiture électrique à 100 € par mois, mais pour 100 € par mois, tu n'auras pas la voiture et la recharge et l'assurance. Ça, je pense que pour ça, il va quand même falloir attendre un petit peu. Une chose sur laquelle je voulais t'entendre, le patron de Citroën, si mes souvenirs sont bons, s'est exprimé dans la presse. Oui, c'est Vincent Kobe. S'est exprimé dans la presse en disant que l'électrique pose un problème. Alors, il ne le décrit pas comme un problème, mais il dit qu'il faut s'attendre à ce que l'explosion de la voiture électrique, du marché de la voiture électrique, pose un souci sur le développement du SUV. En fait, tout simplement pour une raison d'efficience aérodynamique. En disant que finalement, le cœur de la bataille sur une voiture électrique, c'est l'efficience. Et que c'est quand même très difficile, quand on a une voiture très volumineuse qui prend beaucoup de vent de face, d'avoir la même efficience qu'une petite berline. Il explique qu'entre une voiture avec un bon aérodynamisme et un aérodynamisme moins optimisé, on peut perdre entre 50 et 80 km d'autonomie, ce qui est massif quand on parle de grands déplacements. Alors chez nous, ça pose peut-être un tout petit peu moins de soucis. Moi, j'ai fait la route jusqu'à chez toi du centre de Montréal. Dès qu'on sort du centre-ville, on a quand même que des gros SUV et des pick-up, et on est quand même encore sur des même au centre-ville, je te dis. Au centre-ville. Ouais, c'est très populaire ici. Les gens veulent des gros véhicules. Le SUV est très en demande. Puis paradoxalement, on a des consommateurs qui disent ou qui déplorent ne pas avoir le genre de petite voiture que vous avez en Europe. Tu m'as décrit plusieurs modèles de voitures tantôt, petites voitures. On n'a pas ça ici. Si on veut y aller avec de la petite voiture, là, on a la Nissan Leaf, on est. Puis c'est pas une
c'est pas une si petite voiture que ça. J'ai croisé une Smart tout à l'heure. Oui, il y a des Smart, mais il n'y en a pas des tonnes. Hein. C'est pas très populaire. On a certains petits modèles, mais très peu disponibles, en fait. Donc, on a cette gamme de véhicules-là, donc un petit modèle bon marché là, d'entrée de gamme ou dans lequel on ne veut pas tous les gadgets et les bidules technologiques qui font augmenter le prix. Un étudiant, quelqu'un qui vient de se trouver un emploi qui n'a pas encore énormément de liquidité, mais qui veut avoir un véhicule puis qui veut aller vers l'électrique, doit s'embarquer avec des paiements qui sont monumentaux actuellement. Mais paradoxalement, on a également la culture nord-américaine qui exige que tout véhicule digne de ce nom doit être gros, massif. On doit avoir l'espace pour transporter une famille de 5 ou 6 personnes, les bagages, les articles de sport, ou encore avoir l'espace pour faire une entreprise de rénovation à domicile. C'est ça. Alors qu'on ne l'utilise à peu près pas, mais ça fait partie de la culture. Donc, évidemment, c'est en demande. Les gens nous demandent tout le temps, mais quand est-ce qu'on va avoir des SUV? Quand est-ce qu'on va avoir des pick-up? Quand est-ce qu'on va... Bon, il y a des choses que je peux comprendre sur les conditions locales. J'ai toujours ce souvenir, je crois que c'est une des premières fois où je suis venu pour travailler à Montréal. C'était il y a une bonne quinzaine d'années. On était là pour le coup, non, pas en plein hiver, au mois de mars. Mais au mois de mars, c'est encore le plein hiver ici. Et c'était confondant, j'étais dans un taxi qui déjà surfait sur la neige à Montréal, et je me souviens qu'à un moment, on était derrière une petite Smart décapotable. Alors, elle n'était pas décapotée, il faisait moins 20 dehors, mais qui elle aussi surfait sur la neige, mais là, vraiment comme une savonnette sur une toile cirée, quoi. J'avoue que c'était assez terrifiant, et là, je comprends le côté rassurant de j'ai une grosse voiture, machin, mais pour la tenue au sol, c'est la batterie maintenant qui vous fait tenir au sol, hein. C'est pas la hauteur du véhicule. Donc, je pense que là aussi, les choses, mais on le voit bien, hein. On voit à quel point les Américains attendaient vraiment la sortie du Ford F-150, qui est le pick-up star du marché là-bas, enfin de sa version électrique. Mais ça veut dire au moins que quand ces véhicules vont sortir en modèle électrique, il y aura de la demande, quoi. Oui, puis le F-150 fonctionne très bien. On a le Silverado de GM qui s'en vient. On a le Rivian qui commence à arriver, qui est disponible aux États-Unis déjà, mais qui commence ici au Québec, là, on va commencer à en voir de plus en plus. Qui, alors là, pour nous, honnêtement, en Europe, est vraiment une très grosse voiture. C'est un gros SUV. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment des véhicules qui sont attendus, qui seront aimés. Le Cybertruck, le nombre de réservations pour le Cybertruck, je connais personnellement, mais plein de gens qui l'ont réservé. Là. Plusieurs qui avouent qu'ils ont mis une réservation, mais qui verront dans le train. Mais plusieurs qui ont résolument l'intention d'aller de l'avant, là, à moins qu'on nous arrive avec des prix vraiment hors ce qui avait été annoncé initialement. Alors c'est intéressant parce que je voyais une vidéo qui a été prise par quelqu'un qui a encore envoyé un drone au-dessus de je ne sais plus quelle usine Tesla, et où on voyait qu'ils étaient en train de tester le Cybertruck sur une piste qui a l'air faite pour tester la suspension. Et ce qui était le plus intéressant en fait pour moi, c'était pas ça, c'est qu'à la fin le Cybertruck va se garer à côté d'une modèle Y, et tout à coup la différence de taille entre le modèle Y, qui est une espèce de petit SUV, crossover, enfin voilà, qui chez nous est une voiture assez volumineuse, alors qui ici passe totalement inaperçu sur les routes, et le Cybertruck dont on a l'impression qu'il fait 7 mètres, enfin c'est une espèce de monstre. C'est intéressant parce que moi aussi j'ai pris une réservation quand il a été annoncé, même si je suis assez lucide sur le fait que ce truc sortira jamais dans ce format-là en Europe. Moi je peux pas traverser Paris avec ça, enfin si, mais il faut se souvenir que nous on a des quartiers qui étaient faits pour les chevaux et pas pour les voitures. Donc je doute qu'il existe chez nous. La chose moi qui me passionnerait, alors c'est une rumeur que j'ai entendue plusieurs fois, c'est que les gros attributs du Cybertruck, c'est d'abord toute sa carrosserie en inox. C'est-à-dire il n'y a plus de peinture. Moi, je trouve ça formidable, génial. Combien de fois il faut que vous alliez chez un carrossier juste pour résoudre un problème d'un éclat, d'une rayure, d'un truc, et en fait à un moment vous dites mais pourquoi est-ce qu'on a mis à l'extérieur le truc le plus fragile? C'est un peu particulièrement chez Tesla d'ailleurs. C'est un peu le soulier de verre de Cendrillon. Tu vois, voilà. Et la rumeur, moi, qui m'intéresse le plus, ce serait que du Cybertruck, Tesla dérive un Cybercar.
c'est-à-dire une voiture de format beaucoup plus correct, mais en gardant tous ses attributs, en gardant le truc en inox incassable, tout ça. Oh, quel bonheur. Je vous raconte pas mes problèmes de carrossier. Mais surtout, c'est ça, on se dit, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il faut... parce qu'en plus, sur une voiture moderne, dès que tu touches à la tôle, il faut changer tout ce qui est autour. Enfin, et tout ça est quand même terriblement onéreux. Et je pense qu'à un moment, les assureurs vont nous rappeler à l'ordre. Donc voilà, moi j'aimerais bien voir arriver Allez, c'est simple. On va laisser à l'Amérique du Nord le Cybertruck. Ils seront très contents. Voilà. Et nous, on prendra un Cybercar plus raisonnable et qui rentre dans les parkings parisiens. C'est peu dire que j'ai plaisir à venir ici, Martin, parce que tu peux pas savoir. Si tu peux savoir, mais c'est tellement facile de se garer sur vos parkings. Il y a tellement de place sur les côtés. Nous, on a des parkings parisiens, si tu veux, dont les dimensions ont été calculées à partir de la 4L de 1967. Donc tu gares avec une voiture moderne qui a quand même pris un peu d'embonpoint sur les côtés. Tu peux à peine ouvrir ta porte, même en garant ma voiture à Roissy, c'était presque risible. Je dis non mais c'est pas possible. Bref, alors qu'ici forcément, tu fais jamais un créneau. Enfin c'est formidable. Il y a une espèce de luxe qui est né de l'espace. Alors c'est vrai que l'espace au Canada ça manque pas. Ouais, effectivement. C'est un problème que vous n'avez pas, mais c'est vrai que c'est du confort. Non, moi je vote. Voilà, si quelqu'un chez Tesla nous écoute, Elon, vas-y, mise tout sur le Cybercar. Je suis prêt à déplacer la réservation de Cybertruck que jamais tu ne me livreras de toute façon. Et je serais bien embêté si on me le livrait parce que je sais pas si là pour le coup, je sais pas si j'aurais envie d'être le premier du quartier à y passer. Ça, on se fait pas juste des amis, je pense. Bon, moi, le Cybertruck qui est assez robuste contre les coups, les impacts. C'est ça. En fait, moi, c'est juste parce que 3 enfants. En fait, voilà, c'est place à l'intérieur, indestructible à l'extérieur, et voilà, parce que c'est quand même fou. Moi, je veux bien passer au garage pour les problèmes mécaniques, mais alors vraiment, honnêtement, pour des problèmes cosmétiques, ça n'a pas de sens. Et ben voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode des Doigts dans la prise, bien long. On avait plein de choses à se dire, Martin. On espère qu'il vous a plu. On espère surtout que vous êtes bien abonné à ce podcast. On n'ose pas imaginer que ce ne soit pas déjà le cas. Merci infiniment, Martin. C'était un plaisir de venir à la fois chez toi, à la fois se voir en vrai pour la première fois. Ouais, en chair et en os, nous existons. Alors que ça fait 3 ans qu'on se parle. Je rappelle, si vous voulez plus de Martin Archambault, c'est très simple. Vous pouvez le retrouver dans Silence, on roule, le podcast, ou sur le site de l'AVEC. On n'a pas parlé en fait de toutes tes attributions. L'AVEC, c'est l'association du véhicule électrique au Québec, dont tu es... dont j'étais, en fait, je suis l'un des administrateurs des premières heures et il y a 1 an, j'ai quitté mon poste d'administrateur après près de 10 ans de mon loyaux service. C'est ma place à d'autres, mais je demeure collaborateur avec l'association. Alright. Si vous voulez soutenir ce podcast, plusieurs façons simples et gratuites, comme toujours, sont à votre disposition. D'abord, évidemment, s'y abonner. Si vous êtes déjà abonné, alors parlez-en autour de vous. J'ai eu une idée récemment. Alors, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais je vais l'évoquer ici avant de passer à l'acte. À chaque fois que je me recharge sur un chargeur en ville ou sur un superchargeur Tesla, etc., je me dis, il suffirait que j'imprime des petits stickers avec le QR code qui mène vers le podcast et que je les mette partout pour faire découvrir le podcast à des gens qui ne le connaissaient pas. Je sais pas si je vais le faire parce que je pense que je vais me prendre un coup de fil chez Tesla disant Cédric, tu arrêtes s'il te plaît. C'est bon. Nous on te connaît, tout va bien, mais ça stop. Mais je sais pas. Voilà. Donc soyez pas surpris si un jour vous voyez un sticker avec le logo des doigts dans la prise sur votre chargeur préféré. Enfin, évidemment, si vous voulez aider d'autres que vous à découvrir le podcast, le plus important, c'est d'aller sur votre plateforme de podcast préférée, de nous y laisser 5 étoiles, rien de moins, parce que sinon on n'y allait pas, et un commentaire, évidemment l'audateur, parce que c'est comme ça, les algorithmes sont ainsi faits que c'est la meilleure manière de rendre le podcast plus visible encore, et puis de lui faire regagner la position de numéro 1 que disons-le, la fainéantise ambiante lui a fait perdre. Voilà, les doigts dans la prise, c'est terminé, c'est une production signée StreamStorm. Merci à tous, on se retrouve au prochain épisode, et d'ici là, on vous embrasse, bonne route, et à la prochaine.